Bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on est très heureux de se retrouver pour la deuxième causerie de la collection Égalité, Diversité, Inclusion publiée chez l'éditeur EMS. Cette deuxième causerie est aussi l'occasion d'accueillir plusieurs invités et eux de grande qualité autour d'un ouvrage qui a été publié récemment dont nous allons parler aujourd'hui. Alors, on reçoit, même si le terme est mal choisi, trois personnes aujourd'hui. Ameline Condamine, présidente d'Endo France, Arnaud Lacan, professeur à Kedge Business School et Annabelle Hulin, professeure des universités à l'IA Tours Val-de-Loire, qui a participé à la coordination de l'ouvrage qu'on présente aujourd'hui, avec moi-même et avec Clotilde Coron, avec qui j'ai le plaisir de diriger cette collection Égalité, Diversité, Inclusion chez l'éditeur EMS. Alors, au programme, donc, on aura cinq principaux temps. Le premier temps, c'est un temps introductif dans lequel on a déjà mis un pied. Le temps numéro 2 est un temps de présentation de l'ouvrage qui sera conduit par Annabelle Hulin. Ensuite, on aura une présentation de l'association Endo France par sa présidente, Ameline Contamine, qui nous fait le plaisir d'être là aujourd'hui. Et puis enfin, on passera par une présentation d'un chapitre d'ouvrage sur l'endométriose au travail par notre collègue Arnaud Lacan qui a préparé quelques slides que je passerai pendant sa présentation. Et puis on ouvrira un petit temps de questions tout en sachant que on vous invite pendant cette présentation à maintenir vos micros fermés pendant que quelqu'un parle, mais à ne pas hésiter à les ouvrir si vous avez des questions à partir du temps numéro 5 et même à mettre vos questions dans le chat ou clavardage, comme disent nos amis canadiens, si jamais vous en aviez. N'hésitez pas par ailleurs à configurer votre affichage Zoom en mode intervenant. Ça vous aidera à mieux voir la présentation et la personne qui parle et à utiliser éventuellement la fonction lever la main si votre question est tellement urgente que vous ne pouvez pas attendre pour la poser. Je rappelle que le webinaire est enregistré et que si vous ne souhaitez pas apparaître dans cet enregistrement qui sera publié sur la chaîne YouTube de la collection Égalité, Diversité, Inclusion, il faut couper votre caméra dès maintenant et ça me permettra d'enlever toute cette partie lors de la publication. Alors sans plus tarder, peut-être un mot à Clotilde d'abord pour présenter la collection Égalité, Diversité, Inclusion chez l'éditeur EMS. Oui, donc j'ai le plaisir de co-diriger cette collection avec Hugo Gaillard. Donc l'éditeur EMS est un éditeur qui publie des ouvrages notamment dans tout ce qui est sciences de gestion et du management, entre autres. Et donc on a voulu depuis l'année dernière créer une collection autour des enjeux d'égalité, de diversité et d'inclusion. Il nous a semblé important de créer cette collection parce que il n'existait pas, enfin, dans le champ des sciences des organisations, des sciences de gestion, il n'existait pas de collection dédiée aux enjeux d'égalité, de diversité et d'inclusion, alors que ce sont quand même des préoccupations centrales pour les organisations, que ce soit les entreprises ou les différentes formes d'organisation aujourd'hui. Ça nous semblait intéressant aussi de centraliser les ouvrages sur le sujet, puisque l'égalité, diversité, inclusion, ça recouvre des thématiques à la fois variées, mais qui en même temps ont quand même des similarités, hein. Égalité femmes-hommes, la lutte contre les LGBT-phobies, l'inclusion des personnes en situation de handicap, les enjeux de santé au travail, tout ça, c'est des enjeux qui certes sont différents, mais qui ont quand même un certain nombre de points communs. Donc la collection Égalité, Diversité, Inclusion vise à rassembler des travaux qui vont potentiellement prendre différentes formes, hein. Ça peut être des ouvrages plutôt de recherche, soit individuels, soit collectifs, c'est-à-dire des ouvrages qui vont être fondés à la fois sur une approche théorique et une approche empirique, avec de la collecte de matériaux empiriques notamment. Nous accueillons aussi les ouvrages de praticiens ou de consultants. Et enfin, nous accueillons aussi les manuels, notamment pour l'enseignement supérieur. Donc, évidemment, les contributions sont bienvenues. N'hésitez pas, si vous avez des idées ou des questions à poser sur cette collection, n'hésitez pas à écrire à Hugo ou à moi. Donc, vous avez nos contacts sur la slide. Et donc, Merci. depuis la création de cette collection, donc c'est-à-dire depuis l'année dernière, il y a deux ouvrages qui sont sortis. Un ouvrage de Lauriane Tassini sur la notion d'inclusion chez les compagnons du devoir,
et l'ouvrage dont on va vous parler à présent. Donc, je laisse la parole à Annabelle Hulin. Merci Clotilde et merci Hugo pour ces éléments. Donc effectivement, on va faire aujourd'hui le focus sur l'ouvrage que nous avons sorti, que nous avons coordonné il y a quelques mois. Et avant de céder la parole à nos intervenants, quelques mots de présentation. Donc cet ouvrage qui s'intitule Nouvelles recherches en égalité, diversité, inclusion est construit autour de trois grandes parties qui visent finalement à mettre en lumière les recherches qui aujourd'hui explorent encore et toujours davantage et qui permettent finalement de renouveler certaines approches, certains objets, certaines questions autour de populations spécifiques. Donc, l'ouvrage est construit autour de trois grandes thématiques propres finalement, mais avec des enjeux communs. La première partie est consacrée à des identités restées dans l'angle mort, donc autrement dit des identités parfois invisibles qui aujourd'hui en sont encore stigmatisées avec la question de l'identité de genre et le travail de Clotilde Coron autour des LGBT+. L'identité religieuse avec le travail de Géraldine Galindo et les neuroatypiques, les neurodivergents au travail avec le travail, la recherche d'Antoine Pénafort. La seconde partie revient sur les interfaces entre vie personnelle et vie professionnelle, autour notamment des questions liées entre autres à la santé, mais la maternité, avec le travail de Camille Desjardins. La recherche que l'on conduit avec un doctorant à l'IAE Tours sur la révélation de la maladie chronique et la place et le rôle du leader dans cette révélation et le travail sur lequel on va prendre davantage de temps pour échanger, que Arnaud nous présentera d'ici quelques minutes sur l'endométriose au travail et avec l'éclairage de Ameline Condamine, présidente d'Endo France. Et la dernière partie de cet ouvrage fait un focus sur des contextes organisationnels spécifiques qui favorisent ou non d'ailleurs l'inclusion. Et trois contextes spécifiques sont explorés ici, avec le travail notamment que l'on vient d'évoquer de Lauriane Tassini sur le projet mobilisé par les Compagnons du Devoir. Le contexte des métiers du nettoyage avec le travail d'Emmanuel, Amaury et Laetitia. Et enfin, le contexte des plateformes de livraison proposé par Hugo et Sophia Gallière. Donc toutes ces questions euh, voilà, nous permettent d'explorer, d'identifier ces nouvelles recherches et de les mettre en lumière. Aujourd'hui, nous avons choisi de construire ensemble et de revenir ensemble sur la nécessité de penser l'inclusion autour des questions de santé. Et effectivement, ce sont des questions de plus en plus prégnantes. D'ailleurs, quelques chiffres illustratifs, mais qui montrent, pour mieux comprendre finalement les enjeux de travailler autour de ces thématiques. Donc aujourd'hui, un chiffre qui revient souvent, 80% des handicaps sont invisibles. Un travailleur sur deux sera confronté à une situation de handicap passagère ou définitive au cours de sa vie. Un tiers de la population souffre de maladies chroniques. Une personne sur 100 est concernée par l'autisme. Un salarié sur 6 est atteint d'une maladie chronique évolutive et la plupart ouvrent le droit
à une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Un homme sur cinq et une femme sur six développeront un cancer au cours de leur vie. L'enjeu est ici de montrer que on peut toutes et tous être concernés par ces questions et qu'il est essentiel de réfléchir sur les modes d'inclusion au travail, prenant en compte ces problématiques. Effectivement, aujourd'hui, hein, l'inclusion au travail ne se limite pas à cette diversité visible, mais doit prendre en compte ces différences liées à la santé, qu'elles soient chroniques, temporaires ou liées à un handicap, par exemple. Et les pratiques d'inclusion qui visent à développer un management où chaque individu peut exercer ses fonctions dans des conditions adaptées, favorisant son épanouissement, son évolution professionnelle et sa performance. Donc autant de questions que l'on a explorées à travers l'ouvrage et notamment ce chapitre. Mais finalement, les problématiques que nous soulevons, hein, c'est comment les organisations aujourd'hui conçoivent-elles des pratiques managériales adaptées? Quelles sont les dynamiques organisationnelles associées? Mais également comment lutter contre la stigmatisation et la discrimination des personnes vulnérables euh, qui rencontrent des vulnérabilités liées à la santé. Donc, quelques questions que nous cherchons ici à évoquer, mais surtout sur la situation de l'endométriose en contexte professionnel. Et je cède tout de suite la parole à Ameline Condamine, qu'on remercie vivement pour sa présence parmi nous, présidente bénévole de l'association Endo France. Merci beaucoup Annabelle pour cette introduction. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui et je vous remercie une nouvelle fois pour la confiance que vous accordez à EndoFrance. Très brièvement, EndoFrance, on a été la première association de patientes à avoir été créée en 2001. Donc nous fêterons cette année nos 25 ans. Nous sommes une association uniquement animée par des bénévoles. C'est une association que j'ai pour habitude de présenter comme une association de patientes animée par des patientes à destination des patientes. Endo-France, on a pour cœur de mission de soutenir, d'informer et d'agir. On est là pour sortir les personnes qui sont atteintes d'endométriose et leurs proches en leur délivrant une information qui est validée scientifiquement. C'est un de nos piliers. On est des patientes, donc on s'appuie sur les sociétés savantes, sur les experts pour pouvoir délivrer l'information la plus lisible possible pour les patientes et pour leur entourage dans le cadre d'une maladie qui est particulièrement complexe. Endo-France, on a à peu près une centaine de bénévoles sur tout le territoire. Pour l'année 2025, on a répondu à un peu plus de 27 000 mails. On a organisé un peu plus de 800 événements dans toute la France, totalement gratuits. Des rencontres, des groupes de discussion, des temps d'échange, des ateliers, des rencontres avec des professionnels de santé, des interventions au sein des établissements scolaires, des interventions également au sein des entreprises pour parler, pour informer, pour sensibiliser sur le sujet de l'endométriose. On est également agréé, on est agréé par le ministère de la Santé et par le ministère de l'Éducation nationale. On a la chance aussi d'avoir une marraine et un parrain qui nous soutiennent. Nous avons Laetitia Milo, qui a été l'une des premières personnalités publiques à parler d'endométriose, et Thomas Ramos, qui est joueur de rugby au Stade Toulousain, mais également en équipe de France, qui porte la parole du conjoint de l'aidant. On a également un petit peu plus de 3000 adhérents qui nous font confiance. Ce chiffre, il est important pour EndoFrance. Pourquoi? Parce que, je vous le disais, nous sommes agréés. On est agréé par le ministère, mais pour autant, on a fait le choix de ne pas avoir de subventions publiques et on ne perçoit pas de dons des laboratoires et industries pharmaceutiques parce qu'on pense que pour porter la parole des patientes, on doit être totalement indépendante. Et donc, c'est grâce aux adhésions et à l'engagement de nos bénévoles qu'on arrive à œuvrer sur tout le territoire depuis presque 25 ans maintenant. Quelques chiffres de l'endométriose, parce qu'on entend beaucoup parler d'endométriose depuis qu'en 2022, il y a eu la stratégie nationale de lutte contre l'endométriose, annoncée par le président de la République, à laquelle EndoFrance a participé et continue de participer avec les institutions. On connaît ce mot endométriose, il est un petit peu rentré dans le langage, c'est quelque chose qu'on connaît, mais c'est quoi vraiment l'endométriose? L'endométriose, ça concerne quand même une personne à deux menstruées sur 10 en France, donc on parle de millions de personnes qui sont concernées par cette maladie.
C'est une maladie qui souffre encore d'une errance diagnostique très importante. Il faut en moyenne 7 ans pour diagnostiquer l'endométriose et une personne devra consulter entre 4 à 5 spécialistes depuis l'apparition des premiers symptômes avant de pouvoir avoir un diagnostic d'endométriose. On sait également que dans 70% des cas, le symptôme principal de l'endométriose, c'est une douleur. C'est la douleur qui va empêcher d'agir dans le quotidien, qui va apparaître d'abord au moment des règles et puis pour certaines personnes qui malheureusement va se faire bruyante absolument tous les jours dans le quotidien. Parce que l'endométriose, ce ne sont pas que des douleurs de règles, c'est énormément de douleurs et de symptômes associés, de la fatigue chronique, des troubles digestifs, des troubles urinaires, des difficultés à marcher pour certaines. Et ce qu'on sait également sur l'endométriose, c'est qu'il n'y a aucun traitement. On ne peut pas guérir de l'endométriose. La prise en charge de l'endométriose va reposer sur une alliance thérapeutique pour permettre aux personnes de retrouver la qualité de vie la plus correcte possible avec le moins d'effets secondaires possible et le moins de douleur. Quelque chose aussi qui, je pense, est très important, c'est qu'il n'y a pas une endométriose. On est des millions de personnes touchées par l'endométriose et il y a des millions de formes d'endométriose. C'est ce qui complexifie aussi à la fois la prise en charge de cette maladie, mais aussi le prisme d'approche, si je puis le dire, au sein notamment des entreprises. EndoFrance, on a commencé à s'intéresser au sujet de l'impact de l'endométriose dans le monde professionnel à partir de 2020, parce qu'on a fait une étude en 2020 avec Ipsos et Gédéon Richter qui s'appelait Endovie 1, qui montrait que l'endométriose avait un impact global sur toutes les sphères de la vie de la personne, hein, plus de 60% sur la vie sexuelle, plus de 60% au niveau du psychologique. Et surtout, ça a mis en évidence un chiffre, c'est 65% des personnes qui avaient été interrogées, un peu plus de 1500 personnes, déclaraient avoir un impact de plus de 65% sur leur quotidien professionnel. Et là, on s'est dit, mais en effet, la maladie, elle va pas s'arrêter aux portes de l'entreprise. En plus, c'est une maladie intime. Donc, on a continué à creuser ce sujet. On a participé avec le Centre d'études de l'emploi et du travail également en 2020 à une étude pour évaluer l'impact des symptômes de l'endométriose. Qu'est-ce qui impactait réellement le travail? Et là, pareil, elles étaient plus de 60% à dire que c'était pas que 2 jours par mois, c'était de la difficulté à tenir des positions, la difficulté à en parler avec les autres parce que c'est une maladie intime, parce qu'on va s'exposer, parce que c'est une maladie qui est mal connue, donc on va s'exposer potentiellement au jugement, mais aussi potentiellement au fait de voir sa carrière bloquée. Et malheureusement, ça a été le cas parce que 64% des personnes qu'on a interrogées avaient parlé de leur maladie à leur employeur. 25% ont eu un accueil plutôt favorable et l'employeur a été force de proposition sans passer forcément par les services de santé prévention au travail. Il a lui-même été proactif dans le maintien en emploi. Et malheureusement, elles étaient 49% à nous dire qu'elles avaient été empêchées dans leur carrière à partir du moment où l'employeur avait eu connaissance de leur endométriose. Et ça, nous, on s'est dit que c'était pas possible parce que c'est pas parce qu'on a de l'endométriose qu'on peut pas travailler. Les leviers existent, les leviers sont là et il suffit de les activer. Et c'est comme ça qu'EndoFrance s'est mis à sensibiliser au sein des entreprises. On s'est appuyé sur un médecin de santé prévention au travail qui est membre de notre conseil scientifique et sur une avocate en droit du travail. On a sensibilisé en 5 ans un peu plus de 170 entreprises à l'impact de l'endométriose et surtout au levier de maintien en emploi possible. On collabore également activement avec Aesio Mutuel, Kyrialis. On a rédigé notamment un livre blanc. On participe à des travaux, notamment sur l'impact de l'endométriose en emploi. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a réalisé une autre étude. On a eu les chiffres de Endovie 2, donc toujours avec Ipsos et Gédéon Richter, et on a voulu aller plus loin sur le sujet du travail pour voir un petit peu quels étaient les freins. Parce que on comprend la complexité à parler d'endométriose, mais on en faisait des déductions, on n'avait pas encore vraiment interrogé les femmes sur ce qu'elles ressentaient au niveau du travail. Et ça a été malheureusement assez tristement édifiant. Euh, Elles n'osent pas du tout en parler et ça rejoint un petit peu ce que disait Annabelle, comment on peut gérer la stigmatisation. Elles sont plus de 20%, il y avait un peu plus de 2000 répondantes, à dire qu'en fait, elles veulent pas en parler parce que pour elles, elles vont être bloquées dans leur carrière, elles vont être stigmatisées, et en fait, elles ont peur de se retrouver bloquées à un moment de leur vie où en fait, malheureusement, l'endométriose a tendance à se faire la plus bruyante dans la vie des personnes quand on est aussi les plus actifs professionnellement. Et c'est déjà pas toujours évident en fonction des métiers d'être une femme dans certaines entreprises, c'est pas toujours simple. Et donc en fait, ajouter la maladie, devoir en parler, bah, elles ont peur. Elles ont peur de s'exposer à ça. Et elles étaient 1 sur 5 à nous dire qu'elles avaient renoncé à un poste en raison de leur douleur parce qu'elles savaient que l'entreprise n'allait pas le prendre en compte et qu'elles ne pourraient pas. Leur état de santé ne
pourrait pas leur permettre de pouvoir avoir ce poste. Elles ont été 60% à renoncer à candidater à un poste en raison de leur endométriose parce qu'elles ne souhaitaient pas en parler par peur d'être stigmatisées. Elles ont été 30% à estimer que leur évolution professionnelle avait été entravée en raison de leur endométriose et presque 50%, là encore, à confirmer que pour elles, en effet, elles avaient été empêchées dans leur carrière professionnelle une fois qu'elles en avaient parlé. Ça a aussi mis en évidence le manque d'information, les freins sur les maintiens en emploi. C'était déjà quelque chose qu'Endo-France avait perçu dans les échanges au sein des entreprises, mais par exemple, elles sont 73% à ne pas être informées de leurs droits de maintien en emploi, notamment la reconnaissance de qualité travailleurs handicapés, mais aussi le relais précieux que peuvent être les services de prévention au travail. Elles ne sont que 16% à avoir un suivi régulier avec la médecine du travail, qu'elles aient ou non une reconnaissance de qualité de travailleurs handicapés. Donc, en fait, là, c'est des chiffres vraiment tout récents. C'est une étude de novembre 2025. Et moi, je trouve que c'est des chiffres qui témoignent vraiment d'un risque réel de désinsertion professionnelle, mais qui, je trouve, se fait assez silencieuse. Parce qu'en fait, c'est fait de renoncements successifs, d'autocensure, parce qu'on n'ose pas. Et c'est là où je trouve que l'ouvrage qui vous est présenté aujourd'hui et auquel Endo-France avait pu participer avec notre ancienne présidente Yasmine Kando, bah, il est précieux. Il est précieux parce que on a besoin d'aller vers, je pense, vers un management beaucoup plus inclusif, de permettre à ces personnes de libérer leur parole, parce que dans certaines entreprises, le fait d'avoir mis en place tout simplement des sensibilisations, comme le fait Endo-France, ça a libéré la parole des personnes. Et en fait, on peut bien mieux travailler ensemble quand on sait ce qui se passe et quand on est proactif dans l'inclusion des personnes, notamment dans l'inclusion des personnes qui sont avec des maladies chroniques telles que l'endométriose. Donc vraiment, je pense que les entreprises ont tout à gagner en étant dans cette proactivité, dans ce management inclusif, dans dans cette gestion de la peur de leurs salariés. En fait, au final, pour moi, in fine, c'est être gagnant. Je ne pense pas qu'on médicalise le travail en faisant rentrer le sujet de la santé. L'endométriose est un sujet très fort, ça concerne des millions de personnes, mais je trouve qu'en fait, ça ouvre tout simplement la porte aussi de la santé de la femme. L'entreprise doit aussi avoir conscience de ces enjeux-là, et je pense que c'est gagnant-gagnant à la fois pour l'entreprise et à la fois pour les salariés. Voilà, je pense que j'ai un peu tout dit. J'ai essayé de tenir mon timing. Merci beaucoup, Ameline, pour cette présentation éloquente, claire, avec beaucoup de chiffres et des chiffres bah, quand même assez impactants et éloquents. Et donc, je vais tout de suite transmettre la parole à Arnaud pour la suite de cette présentation et un focus sur un chapitre, endométriose au travail, pour une prise de conscience managériale en partenariat avec Endo-France. Donc, la transition était facile. Malgré cela, merci Hugo de cette transition, même si elle est facile. Euh, et encore merci pour m'avoir permis de participer à cet événement que je crois absolument important. En effet, je vais présenter un chapitre de l'ouvrage qui est issu d'une recherche. Et je trouve qu'on a bien fait d'organiser les choses, les prises de parole dans cet ordre-là, parce que la recherche que je vais vous présenter a été menée avec Endo-France. Alors, c'était la présidente de l'époque qui avait piloté l'implication d'Endo-France dans la recherche. Ce que je voudrais dire d'abord, c'est que c'est très important de présenter, au-delà de nos résultats, de présenter des résultats d'études qui sont menées conjointement par des médecins, par des patientes et par des chercheurs en sciences de gestion. C'est ce qui nous a beaucoup plu dans cette aventure, dans cette recherche, c'est qu'on a créé une équipe autour d'un symptôme, d'une pathologie, et que cette équipe a pu apporter des points de vue différents, des préoccupations différentes. Et c'est de cette pluridisciplinarité que, je crois, est née une partie de l'intérêt des résultats que je vais vous présenter aujourd'hui. La première chose, si je fais rapidement un petit point, alors Ameline a déjà présenté beaucoup de choses, donc voilà, elle a rappelé, c'est une maladie importante. Je vais peut-être juste préciser du point de vue RH qu'avec l'écart de diagnostic, enfin le temps nécessaire au diagnostic, il y a un moyen de 7 ans, et l'âge du début des manifestations des douleurs, et en fait, ces 10% de femmes sont ce qu'on pourrait
qualifiée de la population la plus active des entreprises, puisqu'on va être sur des femmes qui ont entre 25 et 40 ans pour la plupart. Pas toutes, mais évidemment pour la plupart. Donc, en entreprise, c'est un sujet particulièrement important qui, paradoxalement, est assez peu étudié. C'est-à-dire que on a tout un tas d'outils dans les sciences de gestion et dans les ressources humaines qui ne sont pas mobilisés pour essayer d'attraper ce phénomène. Alors, bien sûr, les situations sensibles sont aujourd'hui une partie importante de l'intérêt que les RH portent aux vulnérabilités, aux diversités, mais sur les maladies chroniques, sur les pathologies, et plus particulièrement les pathologies de la santé de la femme, on a assez peu de choses. Alors que vous avez des outils comme le job crafting, c'est-à-dire cette capacité à fabriquer presque sur mesure la manière dont on travaille. Vous avez ce que les anglo-saxons appellent strength use, c'est-à-dire les ressources personnelles qu'on mobilise pour s'engager dans son travail. Vous avez le soutien organisationnel perçu, c'est-à-dire dans quelle mesure le collaborateur, la collaboratrice ressent le soutien que lui apporte son employeur, son management, ses collègues. Et puis, vous avez l'intention de quitter son travail, c'est-à-dire la volonté de ne pas persister dans une entreprise au regard de la difficulté qu'on a à gérer à la fois dans la sphère intime la pathologie et dans la sphère professionnelle l'emploi. Donc, nous, on a pris ces 4 dimensions-là et on a cherché à les mettre comment dirais-je, en perspective avec les vécus, les ressentis des patientes. C'est dans ce cadre-là qu'on s'est rapproché d'Endo-France, qui nous avait été présenté par une équipe de médecins marseillais, qui avait, vous voyez, c'est un sorte d'équipe élargie qui avait travaillé avec Gédon Richter. Et donc, grâce à ce travail commun avec Endo-France, nous avons pu avoir un échantillon de 650 femmes, donc 650 répondantes, entre 30 et 39 ans. Donc, vous voyez qu'on est là au cœur des forces vives de l'entreprise. Et notre questionnaire était construit pour essayer de comprendre les impacts concrets et quotidiens de la maladie dans la sphère professionnelle. Alors, les résultats qu'on a obtenus suite à l'administration du questionnaire en ligne sur une période de quelques mois, donc nous avions posé quelques hypothèses et ce qui ressort de ce modèle qui est exposé dans l'ouvrage, là je vous ai fait grâce de la modélisation, mais ce qui ressort, c'est qu'en effet, le soutien organisationnel perçu joue positivement sur le job crafting, c'est-à-dire que plus on sent qu'on est soutenu, plus on a la volonté de s'impliquer dans un travail qui permet, travail sur mesure, qui va permettre de conserver l'implication. De la même manière, cette capacité de ressentir que l'entreprise, le management et les collègues sont en soutien de la collaboratrice joue sur son sentiment de bien-être au travail. Donc, plus l'entreprise est capable de faire ressentir ce soutien, plus il y a de vertus sur l'engagement des collaboratrices et la performance. En revanche, évidemment, c'est la conséquence contraire, c'est que si la collaboratrice ne ressent pas de soutien, alors on peut avoir, au contraire, une sorte de désengagement qui peut aller jusqu'à l'intention de quitter son travail. Je ne vais pas redire les chiffres qu'évoquait Ameline tout à l'heure, mais dans les quelques verbatim qu'on avait, c'était une étude quantitative, donc il n'y avait pas beaucoup de verbatim, mais il y en avait quelques-uns. Et dans les quelques qu'on avait, il y avait en effet tout ce qui a été dit, c'est-à-dire ne pas se positionner sur un poste parce qu'on ne va pas être sûr de l'avoir. On pense qu'on va être discriminé, tout bonnement, hein. Ne pas oser faire état de ses douleurs, refuser des projets parce qu'on n'est pas sûr de pouvoir être tout le temps disponible. Donc, vraiment, ça peut amener à non seulement ce désengagement, voire même un changement de job. Donc, si les entreprises ne prennent pas en compte cette dimension-là, il y a plusieurs risques qui émergent. Le premier risque, c'est désengagement et sous-performance, puisque 60% des répondantes
disent vivre une sorte de désengagement psychologique de leur travail du fait de leur maladie. Pour un quart d'entre elles, c'est quand même très important, pour un quart d'entre elles, la démission est envisagée à court terme. Et pour 40, à moyen terme. Alors, quand on connaît les coûts pour les entreprises des démissions, des recrutements, des formations, etc., on est là face à des coûts cachés qui sont très importants et qui nécessitent, enfin en tout cas, c'est ce que nous avions envisagé, c'est ce qui nécessite des implications managériales pour prendre en compte ces pathologies, enfin en tout cas l'endométriose, et notamment permettre d'aider, de soutenir les collaboratrices concernées. Alors, il y a plusieurs manières de faire, mais on en parlera dans les débats, je ne vais pas faire long là-dessus, mais la première chose, c'est donner le droit à déclarer. C'est-à-dire que dans le fait de ne pas parler, il y a des craintes, alors rationnelles ou pas, mais en tout cas, il y a la peur du jugement, il y a la peur de l'incompréhension, il y a la peur de la moquerie. Donc, il faut que le management autorise les collaboratrices à parler. Et ensuite, il faut avoir un soutien réel. Il faut également permettre aux collaboratrices de gérer leur maladie en autorisant ce job crafting, c'est-à-dire en permettant de fabriquer du sur-mesure. On a aujourd'hui, dans la plupart des métiers, des solutions de flexibilité, d'hybridation des temps de travail, des temps de présence, qui peuvent permettre aux patientes de traverser, non pas sans douleur, mais un peu mieux les difficultés. Et le troisième point, c'est l'idée que plus on est capable, en tant qu'entreprise, d'être au soutien de ses collaboratrices, ben, plus on va fabriquer d'une expérience collaboratrice favorable qui est vertueuse pour l'entreprise. C'est-à-dire que je suis persuadé, moi, et ce propos n'engage que moi, mais je suis persuadé qu'aujourd'hui, il faut beaucoup plus parler aux entreprises de leur intérêt à rentrer dans cette logique de soutien que d'espérer dans leur philanthropie. Enfin, malheureusement, je pense que c'est plus frappant de dire aux entreprises, c'est votre intérêt de prendre soin de vos collaboratrices qui sont confrontées à des difficultés de type maladie chronique. Le point sur lequel je voudrais finir en guise de conclusion, c'est l'idée que vraiment les entreprises doivent prendre en compte la santé des collaboratrices, au-delà de l'endométriose, la santé des femmes en général, mais la santé de leurs collaborateurs au sens large, que ce soit dans différents types de maladies chroniques. Nous on souhaitait rentrer par cette pathologie-là pour ouvrir sur le champ plus large de la maladie chronique, féminine, masculine, peu importe, et que c'est cette volonté des entreprises de prendre en compte la santé de leurs collaboratrices et de leurs collaborateurs ne peut pas être seulement institutionnelle, elle doit s'incarner dans le management au quotidien. Il peut y avoir des accords formidables, il peut y avoir une volonté réelle de l'entreprise desservie par un comportement personnalisé d'un manager qui n'est pas aligné avec cette volonté. Donc, il faut que cette volonté soit incarnée. Et le meilleur moyen d'incarner cette volonté de soutenir les collaborateurs au sens large, confrontés à des maladies chroniques, ben, c'est de mettre en place le management inclusif dont parlait Amelyne à l'instant et dont je pense nous allons reparler juste après. Merci beaucoup, Arnaud, pour cette présentation. Bah, quand même, juste avant qu'on aille sur les questions, parce que je suis sûr qu'il y a déjà beaucoup de questions, on va faire un petit détour. Alors, quand même, je tiens à préciser que c'est pas Arnaud qui a demandé à ce qu'on fasse ce détour, c'est nous qui lui avons proposé de le faire pour présenter un ouvrage qui vient de faire paraître en partenariat avec l'Association française des managers de la diversité, plus qu'en partenariat d'ailleurs, puisque c'est aux éditions de la FMD, particulièrement dans la collection Pilotée, un ouvrage qui s'appelle Le management inclusif, rendre la diversité et l'inclusion opérationnelle. Et Arnaud, est-ce que tu veux bien nous en dire quelques mots? Et peut-être, je vais me permettre de te poser moi ma première question, est-ce que tu fais un lien
entre les conclusions de cet ouvrage qui a une portée peut-être plus générale et le chapitre que tu viens de nous présenter spécifiquement sur ces questions d'endométriose. Merci Hugo. Alors avant de répondre à ta question, je tiens à préciser que le livre est entièrement libre. Il est téléchargeable sous sa version informatique sur le site de l'AFMD. Et je pense même que dans le cadre d'entreprises ou d'actions de sensibilisation, vous pouvez en commander des ouvrages papier. Hein, donc, c'est vraiment, je vous le recommande, d'autant plus qu'il y a un cahier qui est livré avec, qui permet en tant que manager de s'interroger sur là où on en est de sa pratique inclusive. Donc, c'est un ouvrage qui a été écrit. Alors, c'est un ouvrage que m'a demandé d'écrire la FMD suite à un groupe de travail que j'ai piloté avec Cyrine Aouri, qui est une spécialiste de l'équité, de la diversité et de l'inclusion, et Tanguy Bizien, le directeur des recherches de la FMD. Pendant un an, nous avons réuni des responsables diversité et inclusion de plusieurs entreprises, de la PME à la multinationale, de l'entreprise associative à la coopérative, en passant par la société anonyme classique. Et nous avons, sur un an, travaillé sur les différents aspects du management inclusif. Et en fait, mon travail à moi a consisté à mettre en mots le travail du groupe. Donc, c'est vraiment le fruit d'une réflexion collective. Et nous avons livré à travers cet ouvrage des pistes de réflexion, mais aussi de mise en œuvre d'un management qui précisément incarne ce management équitable, divers et inclusif dans la recherche d'une performance qui soit une performance DNI, avec audace et courage managérial, avec des postures. Enfin, il y a beaucoup de choses autour du leadership, du courage managérial. Et vraiment, je pense que c'est un ouvrage qui peut être utile pour les managers. Maintenant, pour venir à ta question, Hugo, oui, il y a un lien. Il y a un lien, c'est que dans l'ouvrage, pour ceux qui connaissent la FMD, les ouvrages sont rarement des gros ouvrages, c'est toujours des ouvrages assez synthétiques pour rester pragmatique, parce que le public cherché, c'est les managers, hein, donc les managers, pardon. Donc on n'a pas pu tout traiter, on est resté assez général, et la recherche qu'on a présentée dans le chapitre du livre est vraiment un focus sur une maladie. Et nous, dans le bouquin, on a plutôt parlé de l'inclusion au sens de la prise en compte des vulnérabilités. Mais on n'est pas descendu sur les différents types de vulnérabilités, que ce soit handicap visible, invisible, que ce soit pardon, je cherche mes mots, les phénomènes plutôt psycho ou neuro. Donc, on est vraiment resté sur la vulnérabilité globale. Et en ce sens-là, je trouve que l'ouvrage que vous avez dirigé est un excellent moyen d'approfondir sur des sujets plus précis. Merci beaucoup, Arnaud, pour ces quelques compléments. On va pouvoir ouvrir un temps de questions avec la salle. Je vais couper mon partage d'écran et puis je vais interrompre l'enregistrement parce que le temps de questions en général n'a pas besoin d'enregistrement et ça nous permet de pouvoir Et échanger. ça me permet de saluer